Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première de la semaine. Donc on est le lundi 25 décembre 2023. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30 et merci à vous en tout cas d'être là. Et comme vous le savez, vous pouvez participer à l'émission. Nous appelons un numéro qui s'affichera tout au long de l'émission. Donc vous nous appelez pour nous poser des questions, pour témoigner sur le thème du jour, sur le sujet du jour et un sujet qui parlera de violence qui impacte la vie de l'enfant mais aussi de toute la famille. On parle d'harcèlement scolaire aujourd'hui. Donc le thème du jour exact est le suivant: éduquer pour éradiquer le harcèlement scolaire. Eh bien, côté rubrique aujourd'hui, nous avons la rubrique conseils pratiques. Et dans conseils pratiques aujourd'hui, nous parlons de l'alexithémie. Qu'est-ce que l'alexithémie? Ça désigne tout simplement la difficulté à identifier, à exprimer ou comprendre ses émotions. Et bien sûr, ça a des impacts sur la vie en général bien sûr, sur la santé mentale et sur les relations personnelles. Pour finir, la rubrique de Wahida Salim Sherif, Wisher, qui est dédiée à la Palestine, et ça sera en fin d'émission. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Ça commence juste après le générique et moi je reprends ma place. Alors nous parlons aujourd'hui du harcèlement scolaire, une réalité préoccupante affectant la santé et le bien-être des élèves. Les conséquences du harcèlement peuvent être graves, mais ensemble nous pouvons prendre des mesures pour le prévenir et le combattre. Alors tout au long de l'émission d'aujourd'hui, nous parlons des différents aspects du harcèlement scolaire, de sa définition jusqu'aux stratégies de prévention. Et comme vous le savez, cette émission est faite pour vous, cette émission est faite avec vous, donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous poser vos questions, à nous parler, à nous donner vos témoignages tout simplement au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Les spécialistes qui sont là aujourd'hui sont là justement pour répondre à vos questions, vos témoignages, alors n'hésitez pas à nous appeler. Et sur le plateau aujourd'hui avec nous, Dr Leila Hassas, vous êtes docteur en psychologie clinique et psychothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci pour l'invitation. Avec nous aussi, Dr Mohamed Larbi Abla, vous êtes psychiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Parmi vous. De même pour nous. Alors aujourd'hui, on parle d'harcèlement scolaire. Comment on pourrait définir l'harcèlement scolaire? Parce qu'on sait très bien que les enfants ont tendance à se taquiner, à chahuter entre eux, à chahuter, voilà. Donc où se terminent les taquineries, le chahutage et où commence l'harcèlement? Okay. Le harcèlement scolaire, il est défini comme le fait de faire subir à un enfant un comportement ou des propos de manière répétitive à caractère agressif. Il y a 3 critères. Le premier critère, c'est le fait d'avoir une domination sur l'enfant, le fait qu'il y a de la répétition et le fait d'isoler l'enfant de son entourage, l'humilier, lui faire subir des propos malsains et de ce fait, l'enfant va être un peu isolé, un peu en insécurité. Et c'est comme ça qu'on définit un harcèlement. Ce n'est pas le fait de taquiner un peu de temps en temps et à tour de rôle. Là, c'est toujours la même personne de manière répétitive et c'est des propos ou des comportements à caractère agressif avec le fait d'asseoir une domination sur l'enfant ou l'adolescent. Donc, on peut avoir un seul bourreau ou c'est plutôt un effet de meute parce que les autres sont là à voir et ne réagissent pas forcément? Ceux qui sont là, qui regardent et qui ne réagissent pas sont considérés comme complices. Oui. Parce que le fait de ne rien dire va confirmer le comportement de l'agresseur ou du harceleur. Il y a l'effet de meute aussi, qui pour se défendre, pour ne pas subir la même chose, il se rallie à l'harceleur justement pour se défendre et être en sécurité par rapport à ce comportement. Donc il peut y avoir un seul bourreau ou un phénomène de groupe. Un phénomène de groupe. Oui, c'est souvent un phénomène de groupe avec un chef de file et les suiveurs. Et le fait d'avoir tous le même comportement, ça les empêche d'avoir une autocritique et de se dire « Ok, peut-être que mon comportement n'est pas bon, peut-être qu'on est un peu sorti du cadre nécessaire. »
Et le fait d'avoir tous ses amis avec le même comportement, ça réconforte. Ils se disent, OK, on est sur le bon chemin, on est en train de faire vraiment le bon comportement avec cet adolescent. D'accord. Donc il y a un problème d'empathie chez le bourreau. Il ne ressent pas ce qu'il est en train de faire à sa victime. On peut le dire? Absolument, absolument. Je voudrais rajouter à ce que disait le docteur Abla, il a parlé d'agressivité, d'humiliation, Oui. Des fois ça va jusqu'à l'agression physique, mais également il y a un caractère menaçant aussi. Oui. Il y a un caractère menaçant. Le harceleur, en général, il y a une victime, c'est un peu le bouc émissaire. Oui. Hein. Il y a le harceleur, souvent entouré d'un petit groupe qui le suit. Lui, c'est un peu le meneur du jeu. Et c'est souvent avec des menaces. Et donc, le harcelé se retrouve isolé. Isolé. Et souvent, il le menace, en fait, pour pas qu'il en parle. Et donc, il n'en parle à personne. C'est le silence. Et il est complètement isolé, apeuré, dans l'insécurité la plus totale. Et bien sûr, il perd toutes ses capacités, il perd sa confiance en lui-même, le sentiment de sécurité. En fait, son estime de soi prend un grand coup. Donc, on parlera peut-être probablement pas par la suite des conséquences et des effets qui sont d'une gravité, à mon sens, extrême. Et j'aimerais ouvrir la parenthèse pour vous dire merci de m'avoir invité à parler de ça, parce que vraiment, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis un bon moment. J'ai reçu des victimes de harcèlement et croyez-moi, c'est pas beau à voir. Oui. C'est une réelle souffrance. Oui, c'est affreux, c'est affreux. Alors, la victime vit ça seule parce que la victime n'en parle pas, elle a peur d'en parler. La peur d'en parler, c'est peut-être parce qu'on a peur de ne pas être compris ou d'être culpabilisé. Pas que la peur, pas que la peur. Il y a la peur d'en parler. Oui. On n'en parle pas à ses parents. On a peur de la réaction des parents. Mais également, on a peur d'en parler parce qu'on a peur d'être... il y a la culpabilité, oui, parce que quand ils sont harcelés, bien sûr, on les traite de beaucoup de choses. Et après, en fait, ils se disent que j'ai dû faire quelque chose pour mériter ça. Donc, il y a de la culpabilité, il y a de la honte, la peur, mais aussi, par exemple, ils n'en parlent pas aux parents, pas seulement parce qu'ils ont peur. Des fois, ce n'est pas la peur, c'est pour protéger les parents, pour ne pas faire de la peine aux parents. Ouais, en fait, le harcelé va passer par 3 étapes. Oui. La première étape, il va avoir beaucoup de colère, de tristesse, il ne va pas comprendre ce qui arrive. Oui. Après la deuxième étape, il va croire que peut-être qu'il a quelque chose à voir avec tout ça. D'accord. Il se sent coupable. Qu'il le mérite. J'ai dû faire quelque chose. J'ai dû avoir un mauvais comportement. J'ai dû dire des choses. Je ne me comporte pas de la bonne manière. Et là, il y a la culpabilité qui arrive. Et c'est pour ça qu'il n'en parle pas. Parce que pour lui, il est coupable. Il est responsable de ce qui lui arrive. Il est coupable et il a honte. Il a honte. Oui. Après la troisième étape, c'est là où il y a une très mauvaise gestion de ses émotions. Il y a la dépression qui va arriver, le décrochage scolaire, de mauvais résultats, un isolement. Pas que l'isolement scolaire. Avec les nouvelles technologies, le harcèlement, il va vous suivre même à la maison. J'allais vous poser la question parce que Le du harcèlement scolaire, on cyberharcèlement. se retrouve au cyberharcèlement et à ce moment-là, quand on pense que ça s'arrête à l'école, à ce moment-là, ça ne s'arrête plus à l'école, ça nous suit même à la maison, dans sa petite chambre, quand il est tout seul, il se retrouve même harcelé sur son téléphone. C'est pour ça que c'est devenu très difficile. À une certaine époque, l'harcèlement s'arrêtait au milieu scolaire. Dès que l'enfant rentrait, il avait un milieu sécurisant. Ça pouvait être gérable et tout. Il était tranquille avec ses parents, un peu en sécurité. Là, le harcèlement, il va le suivre. Oui. Même à la maison, à travers son téléphone, ses réseaux, des textos, des messages via les réseaux sociaux. Oui. Et c'est comme ça qu'au final, il va être en dépression, décrochage scolaire, il va avoir des comportements d'auto-agressivité parfois, il va y avoir des comportements d'hétéro-agressivité envers les parents parce qu'il les rend coupables de ne pas le protéger, de l'avoir élevé d'une certaine manière, de l'avoir mis dans un certain milieu. Il leur en veut beaucoup. Ça peut avoir même des conséquences fatales, on peut le dire. Bien sûr, ils peuvent passer Oui, à l'acte. carrément, on a carrément des moi, par rapport au cas que j'ai eu, c'était carrément des cas de stress, de trauma, de stress post-traumatique. J'ai eu 2 cas de PTSD, c'est-à-dire ce syndrome de stress post-traumatique
donc avec les cauchemars, avec les flashbacks, avec tous les symptômes du stress post-traumatique. C'est le cas extrême du traumatisme que j'ai eu à traiter. Et ils vivent ça dans la solitude la plus totale. Parce que je parle de ce que j'ai rencontré comme cas. Et souvent, ça bien sûr, ça vous suit. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas au moment où ça arrive. La plupart du temps, ils arrivent après. Après avoir... Ça vous détruit des vies, carrément. Oui. Je me souviens de ces deux cas. C'était deux jeunes filles qui sont arrivées vers l'âge de 18, 19 ans. Ça avait commencé bien avant, des années avant. Elles ont abandonné l'école. Les parents ne comprenaient pas pourquoi elle ne veut plus aller à l'école. Et souvent, les professeurs disent... On sait que votre enfant a des capacités, mais on ne comprend pas pourquoi il ne veut pas faire d'efforts ou il n'avance pas. Parce qu'on comprend que l'enfant a des capacités, mais on se dit peut-être qu'il ne veut plus aller à l'école, qu'il ne se retrouve plus là-bas, et puis on ne pense pas au harcèlement. Eh bien, vous savez, parfois, je parle des cas que j'ai eus, c'est des enfants qui étaient brillants, qui avaient d'excellents résultats, et puis du jour au lendemain, ça décroche, du jour au lendemain, il y a une chute fulgurante du rendement scolaire. Et ce qui se passe, c'est que les parents, même les enseignants, qu'est-ce qui se passe et tout, mais ils ne cherchent pas en fait à comprendre si ça a baissé comme ça, s'il y a un changement aussi brutal. Quand c'est radical, c'est il s'est passé quelque chose, non? Et donc on va encore accabler l'enfant. Ou l'adolescent, c'est surtout les adolescents, même les enfants. On va l'accabler. Oui, tu travailles plus. Oui, tu cherches qu'à jouer. Oui, et on va l'accabler encore. On va le culpabiliser il va se retrouver acculé encore plus. Oui. Il va être encore, en fait, accusé de partout. Et donc, forcément, c'est moi qui suis mauvais ou c'est moi qui suis mauvaise. D'accord. Je suis bon à rien, je ne sers à rien. Et je mérite ce qui m'arrive. Et toutes les... En fait, ils vont tomber dans l'autoflagellation à outrance. On a l'impression que ça finira jamais. Absolument. En fait, ils développent un schéma. C'est un schéma qui va se développer où ils vont à chaque fois s'exposer ou se mettre, sans le vouloir, inconsciemment, dans des situations où ils vont être flagellés, où ils vont être donc menacés, où ils vont être agressés. Et je me souviens que d'une des victimes qui me disait, eh bien, ça y est, je suis habituée à être dans la situation de victime. Je suis toujours la victime. Je suis celle qu'on agresse. Je suis celle qu'on agresse. Alors, la personne s'identifie en fait à cela. Oui. Je suis celle qu'on agresse, donc elle se met dans une position où elle va faire qu'on l'agresse. Ah oui, oui. Alors on parle aujourd'hui de harcèlement scolaire, donc éduquer pour éradiquer le harcèlement scolaire, c'est le thème du jour. Donc si vous avez des questions, vous voulez témoigner, une seule chose à faire, c'est composer le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Samia Bouarour qui nous parle justement du harcèlement scolaire. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après. D'accord. L'intimidation à l'école est un problème grave qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur les enfants. Il est défini comme un comportement intentionnel et répété qui vise à nuire ou à intimider une autre personne. L'intimidation peut prendre de nombreuses formes, notamment le harcèlement verbal sous forme d'insultes, moqueries, menaces et le harcèlement physique sous forme de coups, bousculades ou bagarres. L'intimidation peut avoir des conséquences négatives à court et à long terme sur les enfants. À court terme, elle peut entraîner une baisse de l'estime de soi, de l'anxiété et de la dépression, oui, et des problèmes de sommeil aussi. Elle peut également conduire à l'absentéisme scolaire. À long terme, l'intimidation peut avoir des conséquences encore plus graves, comme des troubles de l'alimentation, des problèmes de santé mentale et des troubles de la personnalité. Il est important donc de parler de l'intimidation et d'en prendre davantage sur ses conséquences. Si vous pensez que votre enfant est victime d'intimidation, il est important de lui parler et de lui offrir votre soutien. Vous pouvez également contacter l'école de votre enfant pour signaler la situation. Vous pouvez également contacter un professionnel de la santé mentale
pour obtenir de l'aide, pour arriver à prévenir l'intimidation et à protéger les enfants de ces effets néfastes. Il faut travailler ensemble. Violence directe ou moquerie, exclusion et cyberintimidation à l'école peut revêtir de nombreuses formes. Les enfants souffrent souvent en silence par peur. Les enfants ne parlent pas de leurs problèmes avec leurs camarades de classe, mais espèrent qu'ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Voilà, ils espèrent qu'ils s'arrêtent d'eux-mêmes, ils n'en parlent pas. Et justement, comment savoir que son enfant est victime d'harcèlement scolaire? Est-ce qu'il y a des symptômes déjà? Parce qu'en général, je pense que l'enfant va essayer de ne pas montrer, vu qu'il ne veut pas en parler et qu'il a peur d'en parler, beaucoup de choses, donc à ce moment-là, il va essayer de le cacher au maximum. Docteur Abla? La honte, la peur, des représailles, la culpabilité, se sentir responsable, tout ça font que l'adolescent surtout ne va pas en parler. Après, il y a des comportements qui peuvent indiquer que notre enfant il est en souffrance et il faut penser au harcèlement. Un changement brusque dans le comportement de l'adolescent, un décrochage scolaire, un isolement, une communication qui devient très difficile. Une agressivité. Une agressivité verbale. Oui. Et souvent, il faut rechercher des automutilations, des scarifications, des blessures ou des cicatrices. Ils le cachent très bien. Ils le font dans des endroits où les parents ne peuvent pas le voir. Il faut vraiment, vraiment essayer d'avoir un œil dessus, au niveau des cuisses, au niveau du haut du bras. Souvent, les enfants, cette angoisse les accapare tellement, ils sont tellement dans un état d'anxiété, de colère, de tristesse, que seules les scarifications peuvent les amener à ressentir un peu de soulagement. Ce n'est vraiment pas la bonne méthode. C'est vraiment pas le bon moyen, mais pour eux, ils sont dans un tel désarroi que c'est la seule chose qu'ils retrouvent. Parfois, ça va vraiment très loin, jusqu'aux tentatives de suicide, jusqu'au suicide même. Jusqu'au suicide même, et on en a vu. Et du coup, c'est vraiment observer tous les changements brusques, le comportement des adolescents, les résultats scolaires surtout, le comportement au niveau quotidien dans la famille, un isolement, une baisse de la parole, une agressivité verbale, et rechercher surtout, comme je disais tout à l'heure, vraiment les scarifications, les automutilations, c'est vraiment un signe très, très important à rechercher. Oui, moi je voudrais rajouter par rapport aux scarifications que c'est pas seulement que ça les soulage, mais c'est en fait, on avait parlé de culpabilité, et donc se scarifier, se faire mal, c'est aussi une façon de, s'auto-punir. Voilà. C'est une forme d'autopunition. Je rajouterai à cela les troubles alimentaires. Donc on constate un changement dans l'alimentation de l'enfant, l'enfant et l'adolescent. C'est vrai qu'on remarque ça beaucoup chez les adolescents, mais malheureusement, même à l'école primaire, ça commence très tôt. J'aimerais aussi signaler les troubles du sommeil. Soit l'enfant se fait des cauchemars et tout, mais des fois, ils ne dorment pas assez. Donc le matin, l'enfant a des cernes, et le décrochage scolaire, la phobie scolaire. Ce n'est pas une phobie en fait, le refus scolaire. Ils n'ont pas envie d'aller à l'école, ils traînent la patte pour aller à l'école, etc. Des douleurs abdominales, parfois des nausées, des nausées. Alors là, matinaux. c'est pas des simulations, attention, ce ne sont pas des simulations. Et la difficulté, c'est que c'est des choses qu'on retrouve. Ce sont des signes que l'enfant est en souffrance. Oui. L'enfant est en souffrance, ce n'est pas forcément qu'il est victime de harcèlement scolaire, mais il est bon de penser à cela parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on le croit. C'est beaucoup plus fréquent. Et puis, moi, j'aimerais juste faire un appel aux parents. Faites attention à ce que font vos enfants sur les réseaux sociaux. C'est très difficile de contrôler. Extrêmement difficile de contrôler où ils vont et tout, et ce qu'ils font, parce qu'on a aussi, surtout des parents d'un certain niveau et tout ça, à respecter un peu leur jardin secret, la vie privée de ses enfants, leur petit jardin secret, mais en même temps, il peut se passer des choses. Il ne faut pas tomber dans la persécution. Donc c'est extrêmement délicat, extrêmement difficile à gérer ce genre de problème. Moi, les réseaux c'est un sujet très 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 important parce qu'il faut avoir vraiment les épaules, il faut vraiment avoir la psychologie nécessaire pour pouvoir supporter le poids des réseaux. Toutes les insultes, tous les mots méchants, toutes les remarques. Il faut vraiment que l'adolescent, même les adultes. Déjà pour les adultes, c'est pas toujours évident. En fait, ils sont victimes aussi de chantage. Tu m'envoies. Et filles et garçons, Pas penser que ça touche que les filles. Et les filles et les garçons,
tu m'envoies des photos. Sinon, alors ils s'arrangent, les enfants, les ados et les enfants, ils mettent leurs photos sur les Facebook, sur les réseaux. Après, les autres, ils les prennent avec des Photoshop, ils leur envoient, voilà, j'ai des photos de toi, parfois carrément des nus et tout ça. Alors maintenant, dans des tu m'envoies situations telle compromettantes, photo. sinon, Oui, voilà. dans des situations compromettantes, alors que c'est juste des montages. Tu m'envoies, tu me fais une vidéo, maintenant, indirect. Sinon, je vais balancer ça. Et après, j'ai connu un cas, ça a commencé comme ça. La fille, elle avait peur, elle a envoyé. Et après, il lui dit, bon, maintenant, alors tu viens me rencontrer à tel endroit et tout. La fille, donc, elle a eu très peur. Elle n'en a pas parlé à ses parents. Elle le bloque. Le lendemain, toutes les photos, tout était sur tous les comptes de ses camarades de classe. Les Et là, réseaux, ça a ça, commencé en classe. c'est très Oui, difficile. c'était à l'école. C'était horrible, horrible. Et souvent, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à... On prend juste une photo d'un camarade et avec laquelle on va faire des montages et on peut partager ça sur un groupe, par exemple un groupe, et dire, voilà, il est moche, il est ceci, il est cela, il a fait ci. Oui. Et puis le fait que tout le monde commente ou partage à son tour et Mais tout le ça, problème, ça fait c'est que l'effet ça de va meute. plus loin qu'il est moche. Oui, Je vous dis, ça c'est des photos compromettantes. Oui. On fait des montages, on en fait des photos et des compromettantes, et après, Parfois, il n'y ça a va même et pas ça besoin fait. de faire un montage. Parfois, Oui. c'est juste le fait de mettre la vraie photo de la personne, de l'adolescent, et de la commenter encore Voilà. et encore, Oui, oui, oui. avec des Donc, railleries, voilà. des moqueries, Non, moi des j'ai parlé de humiliations. montage, c'est par rapport à un cas Ouais. que j'ai Que vous avez connu. Hein. connu, oui. C'est Mais les vraiment. réseaux, Ça horrible. devient de la cybercriminalité à ce moment-là. Absolument. Alors, on parle beaucoup des adolescents, des enfants, mais personnellement, j'ai eu déjà un témoignage il y a de cela quelques jours d'une personne assez proche, et ça m'avait beaucoup étonnée, d'un enfant qui était en crèche, donc en préscolaire crèche, et qui subissait justement un harcèlement scolaire. Scolaire, oui, à la crèche. Donc, le petit enfant ne voulait pas aller à l'école pendant 3-4 mois, c'était les pleurs chaque matin. Et puis, même le harceleur, quand la maman arrivait avec l'enfant devant l'école, le harceleur venait prendre l'enfant et lui dire « Viens avec nous », en rigolant. Et la maman croyait que c'était un ami. Oui. Et en lui disant « Oui, viens avec nous, tu n'as pas le choix, tu vas rentrer ». C'est affreux. Si ça commence déjà à la crèche, c'est qu'il faut faire très attention. Là, c'est la responsabilité aussi des parents, c'est l'éducation des parents aussi qui est un petit peu remise en question, parce que les enfants d'aujourd'hui ils sont plus violents que les enfants d'avant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On dit que l'harceleur, il a souvent a subi des violences. Oui. C'est soit qu'il a regardé beaucoup de violences et qu'il s'est habitué à ça. Il a banalisé la violence. Il a vécu dans un milieu où la violence est quelque chose de banal. C'est banalisé. Et du coup, il n'a pas d'empathie envers la victime. D'accord. Et c'est ça à peu près le profil. Il manque d'empathie. Et il vit, en général, il a vécu dans un milieu où la violence est quelque chose de quotidien, de normal, voilà. de banalisé. Et c'est pour ça qu'il manque un peu d'empathie, qu'il n'a pas de mal à le faire. Et surtout, la victime est réduite à juste un critère, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, si vous avez un défaut de langue, si vous avez un bégaiement, l'enfant, il est réduit au bégayeur. Ce n'est plus une personne. On définit l'enfant par ce petit plus qu'il a ou petit moins qu'il a. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de mal à le frapper, à l'insulter, à l'humilier, parce qu'ils le réduisent à un caractère. Oui, mais parfois, il le déshumanise. Alors, mais on parle aujourd'hui. Excusez-moi, sur ça. Je rappelle juste le numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Alors, on parle aujourd'hui d'harcèlement scolaire, donc éduquer pour éradiquer le harcèlement scolaire. Si vous voulez nous appeler pour nous poser des questions ou témoigner, n'hésitez pas à le faire. Le numéro s'affiche en bas de votre écran, c'est le 021 23 98 91. Le 021 23 98 91. Oui, docteur Hassas. Oui, je voulais dire deux choses. Par rapport au harceleur, donc ce que disait le docteur Abla, je suis entièrement d'accord, mais parfois, le harceleur est lui-même, vous avez dit, il a été lui-même victime, etc. Donc c'est quelqu'un qui a une estime de soi, parfois, donc ça dépend, il y a des profils, mais parfois son estime de soi est complètement au bas des pâquerettes, et donc il va faire ça pour se faire valoir comme une compensation en fait. Pour se faire valoir, pour se valoriser, voilà. C'est le dominé qui veut être dominant. Voilà, ça d'un côté. Par rapport à la victime, Dr Abla disait que parfois elle a un petit défaut, puis on focalise, on la stigmatise à cause de ça, mais il arrive que la personne n'ait aucun défaut. Je pense à une jeune gamine que j'ai connue qui était une très belle fille. Elle était belle, mais belle comme
comme le jour. Une très belle fille, intelligente, qui vient d'un milieu d'intellectuels, bien élevé. En fait, tout ce qu'on peut espérer avoir comme enfant. Et juste, ça suscitait de la part d'autres filles, parce qu'elle était harcelée et par les filles et par les garçons, de la jalousie, et par des garçons à l'adolescence. Et bien oui, c'était une belle fille, mais elle était inaccessible. Et du coup, on va la harceler et ça la suivait jusqu'à la maison. Cette fameuse, maintenant qui est devenue grande jeune fille, elle a 20 ans, mais qui souffre encore de ce traumatisme. Ça a commencé à l'âge de 12 ans, on en a souffert jusqu'à l'âge de 15 ans. À 20 ans encore, elle est encore sous l'effet de ces traumatismes. C'est vrai qu'elle a avancé et tout, mais je vous dis, ça vous suit toute votre vie. Hein. Oui, donc ça a un impact, ça laisse son empreinte à vie sur nous. Bien sûr, on peut développer... Si ce n'est pas traité. Oui. Parce que Dieu merci, moi j'aimerais quand même apporter une note d'espoir. Oui, on y arrive. Ça se traite, on parlera. Il peut y avoir des états de stress post-traumatique, on peut développer une personnalité dépendante, on peut avoir des dépressions, on peut développer des phobies. Il y a plein de répercussions. Tentatives de suicide, des suicides. Après, en revenant sur l'agresseur, on dit souvent qu'il a quelque chose, qu'il jalouse de sa victime. Oui. Il appuie sur ses faiblesses, en fait, pour assouvir ou pour assouvir un manque qu'il retrouve dans sa victime. Ça peut être une apparence, ça peut être le milieu social, ça peut être le milieu culturel, ça peut être économique, ça peut être plein de choses. La taille, le poids, la couleur des yeux, ça peut être plein de choses. Il va choisir juste quelque chose pour déshumaniser sa victime et la rendre un petit peu inhumaine. Et juste focaliser sur ce comportement, ce défaut ou l'élément qui va faire que la personne, elle est comment dire ça, elle mérite ce qui lui arrive. Ça va jusqu'à l'anéantir. Est-ce que le harceleur, justement, ne cherche pas aussi un peu les limites qui lui sont accordées? Est-ce qu'il n'est pas en train de chercher, quand on voit que les adultes ne réagissent pas ou ne réagissent pas comme il faudrait avec les victimes, parce que souvent les victimes sont culpabilisées, ou qu'est-ce que tu as encore fait, ou qu'est-ce que tu as dit, ou tu aurais dû faire ça, ou tu aurais dû faire ci. Est-ce que cet enfant qui est en train de persécuter un autre enfant n'est pas en train de chercher les limites qu'on lui accorde? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si je pose la question, justement. Les limites, non. En fait, en général, il cherche à se construire une image de dur à cuire. D'accord, absolument. Oui, c'est toujours à peu près ça. Il essaye, comme il est harcelé, dominé, frappé, violenté dans son milieu, il cherche à avoir une image de dur à cuire, de compenser le manque d'affirmation de soi dans son milieu naturel. Il veut être dominant dans le milieu où il est. Ils sont très intelligents. Ils ne le font pas devant les professeurs, devant tout c'est insidieux. Ça se passe vraiment dans le secret le plus total. Et parfois, ils affichent un grand sourire. Vous disiez tout à l'heure, l'enfant de la crèche, où il allait, vient. Donc souvent, le harceleur, comme le violeur, comme tous les agresseurs de toutes sortes, en fait, ça me fait penser au loup du petit chaperon rouge. Oui. Il est tout gentil, il est tout beau, et puis une fois avec l'enfant, avec la victime isolée, là, le monstre apparaît. Oui. Et ce qui est... En fait, le drame, c'est que la victime ne peut pas parler. Elle est réduite au silence, elle ne peut pas parler, et sa délivrance, c'est le jour où elle arrive à en parler. Et des fois, elle n'en parle jamais. Il y en a qui souffrent encore en silence. Si elle arrive à en parler, souvent, quand elles en parlent, c'est déjà un certain temps s'est déjà écoulé. Elles n'en parlent jamais quand elles sont dedans. Et surtout, c'est le Moi, silence. j'ai jamais rencontré. C'est après, c'est une fois que le mal est fait, une fois que les conséquences sont là, que des fois, ils n'en parlent pas, en fait. Les cas que j'ai eus, ils n'en parlent pas. Donc, ils viennent en consultation pour des troubles. Les parents, soit les parents les ramènent, ou ils viennent pour des troubles, pour des difficultés et tout. Et puis, c'est au cours des séances qu'ils finissent par... et des fois, on n'y arrive pas dès le début, souvent. Parfois, ils essayent d'en parler. Oui. Mais les parents ne sont pas à l'écoute. C'est ça. Justement, en tant que parent, comment réagir? Ils ne détectent pas les symptômes, ils ne détectent pas la détresse.
ils n'en parlent pas ouvertement. C'est difficile. En fait, ils envoient des messages. Oui. Ils envoient des signaux par les troubles du comportement. La baisse du rendement scolaire, c'est pas seulement un signal, c'est parce qu'ils peuvent plus, ils n'arrivent plus à se concentrer, leur sommeil est perturbé, donc ils sont plus. C'est bon, ils n'arrivent plus, mais ils envoient des signaux par leur agressivité. Ils sont agressifs envers maman, envers papa. Ils en veulent aux parents. Le rôle des parents, c'est de protéger. Donc, ils en veulent aux parents. Oui, tu ne m'as pas protégé. Parfois. Tu m'as laissé. Oui. Mais en même temps, ils n'aident pas les parents à les protéger. Ils ne leur en parlent pas. Justement, si on se rend compte en tant que parent que notre enfant est harcelé, ou si l'enfant arrive peut-être à dire quelque chose, ou si les signaux sont suffisamment forts pour que le parent comprenne, quelle est la réaction du parent? Quelle doit être la réaction du parent? À mon avis, surtout pas prendre contact avec le persécuteur. Oui. Ça ne fait qu'aggraver la situation. Absolument. Je vous coupe un petit moment, nous Allez-y. avons un appel justement. Nous avons Mohamed qui nous appelle d'Alger. Bonjour Mohamed. السلام عليكم. Wa alaykoum salam, oui. Alors? المداخلة في هذا الموضوع. Oui. أنا أظن معلش بالعربية عادي. معليش هضر بالعربية. نقص برك التلفاز لو قدامك ولا طفي التلفاز. قريب لكم كيفاش قريب ما كاينش كيفاش. D'accord. أنا نظن بلي المشاكل تاع التعليم راجعة نقص تكوين عند المعلمين. D'accord. أغلب المعلمين في هذا الوقت يفتقروا البيداغوجيا. دونك ليك نتايا المعلمين كاين لازم يكونوا يعرفوا شنو هو لو هارسيلمون سكولير ويفهموا شنو هو لو هارسيلمون سكولير باش يقدروا يعاونوا لي زيلاف فيكتيم. Oui, parce que هذاك فاقد الشيء لا يعطيه. Oui. هذا. D'accord. Et est-ce que vous voulez poser une autre question ou vous voulez témoigner? Est-ce que vous avez déjà, est-ce que حضرت ولا شفت déjà تلميذ il subit un harcèlement scolaire ولا؟ التنمر ديجا انا كان التنمر هذا في مده التعليم تاعي 30 سنه في التعليم تنمر شفته كان انواع متعدده. D'accord. وشنو علاجه صعب يخصنا ناس في الميدان متخصصين هما اللي يعالجوا التنمر هذا. D'accord. Donc نتايا شفتوا parce que vous êtes prof, vous êtes enseignant ou Je suis enseignant, oui. Très bien, d'accord. Donc شفتوا في les élèves اللي تاعك بلي كاين تنمر في ما بين اسمه كيفاش comment vous avez réagi avec vos élèves؟ نحاولوا نصلحوا ولكن يكون صعب. نقول لك المشكل وين راه المشكل في الاولياء. لما يجوا الاولياء يورطك انت يقول لك انت السبب ما عرفتش تعالج ما عرفتش صح الخطا هو الاشكال تما. D'accord, très bien. Donc nous allons un peu en parler justement. Merci Mohamed pour votre appel, merci pour votre témoignage. Merci encore. Donc les enseignants, oui, devraient être formés par rapport à ça. Et puis les parents aussi, quand ils voient l'enseignant, c'est ce qu'ils disaient, c'est que les parents accusaient l'enseignant de ne pas pouvoir gérer les enfants pour ne pas tomber justement dans le harcèlement. Les enseignants, en fait, ils devraient être au moins informés des signes d'alerte chez l'enfant. Ils voient un élève, ils sont pratiquement toute la journée avec leur élève. Il y a des signes qui ne trompent pas, que l'enfant est en souffrance. Oui. Puis ils observent aussi, des fois c'est dans la classe que ça se passe. Donc faudrait-il encore qu'ils soient suffisamment présents pour observer un peu les comportements des enfants. Ils peuvent effectivement détecter des signaux et voir au moins que l'enfant est en souffrance. À ce moment-là, appeler les parents, attirer leur attention, leur dire emmenez-le voir un psy ou votre enfant. Il y a des changements dans son comportement. Donc on discutait qu'il y ait cette communication enseignant-parent. Qu'il n'y ait pas une confrontation enseignant-parent, mais une discussion, une communication. Non, parce du que tout, ça souvent les parents sont là pour dire c'est de la faute de l'enseignant. Oui, Il faut les comprendre aussi, c'est une réaction purement psychologique. Ils n'ont tellement pas envie d'être culpabilisés, ils ont tellement peur d'être coupables et responsables de ce qui arrive à leurs enfants, c'est que forcément ils vont projeter la faute sur quelque chose d'autre. D'accord. Nous avons un deuxième appel. Nous avons avec nous Morad qui nous appelle. Alors bonjour Morad. Allô, oui, bonjour. J'étais en train de suivre votre émission, là. Très bien, et oui. Puis, je vous appelle de France, hein. Et c'est exactement pareil. Voilà. D'accord. Le harcèlement, je pense, c'est mondial. Oui.
Exactement, ça Et concerne tout le monde. moi, c'est ma fille qui a été harcelée à D'accord. l'âge de 10 ans. Oui. Et Et comment, puis, elle mangeait pas. comment vous vous C'était êtes rendu dur, compte? quoi. Comment? Comment vous Bah, vous parce qu'elle arrêtait pas de pleurer. Elle arrêtait pas de pleurer et elle disait rien. Et puis, elle voulait plus vivre, quoi. Pour elle, la vie, c'était pas une nécessité, quoi. D'accord. Et comment, Mais comment... ça c'est qu'il faut pas, il faut pas attendre 2 ou 3 mois de dire que quoi, c'est des enfants. Il faut agir de suite. Et justement, est-ce que vous avez agi et comment vous avez agi? Ben, on est parti voir les personnes. Hein. D'accord. Vous avez Voilà. vu les parents Les filles sont pires. Hein. Les filles sont pires. Hein. Faut pas croire que les garçons. Mais les filles sont pires parce qu'elles se mettent à 4-5. Et Donc après, maintenant, elle fait du karaté. Et puis bon, ça va mieux. Mais ça a mis du temps. Ça a mis au moins 3 mois. Donc, il faut dire de suite. Et comment ça s'est passé justement quand vous avez vu les parents justement des enfants qui étaient en train de persécuter votre fille? Qu'est-ce que vous avez dit aux parents? Ben, on leur a dit que les filles, il faut qu'elles arrêtent, leurs filles. Ils ont accepté? Elles arrêtent, et puis après elles ont arrêté. Et puis après on a vu le directeur du collège. Oui. Et puis après, eux, les professeurs, le directeur, ils surveillaient bien ma fille. Et puis après, ça allait tout doucement. D'accord. Mais il ne faut pas croire que c'est facile. Hein. Oui, non, mais justement, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Hein. Oui. Mais il ne faut pas croire que c'est facile. Donc, il faut agir de suite. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est un enfant de 10 ans, de dire, ouais, ça va passer, c'est un troisième enfant. Mais je pense que même dans les filles, c'est encore pire. Parce qu'elles se mettent à 4-5. D'accord. Très bien. Merci pour votre témoignage. Merci encore pour votre appel. Merci. Ça fait plaisir d'entendre l'émission. Il y a des professionnels avec vous et c'est bien. Merci encore. Je leur dis tellement merci. D'accord. Merci encore. Allez, au revoir. Au revoir. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre appel. C'est pas facile. Hein. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Par rapport à ce témoignage, je dis, oui, elle pleure tout le temps. Oui. Si vous avez votre enfant, vous voyez votre enfant pleurer sans raison, vous allez dire, pourquoi tu pleures? Oh, laisse-moi tranquille, j'ai envie de pleurer. J'ai pas le droit de pleurer. Laisse-moi, je m'exprime et tout. Il faut quand même vous méfier. Votre enfant qui pleure sans raison, qui pleure souvent. Vous avez votre enfant, il est dans sa chambre, il est enfermé le matin, il est assommé, il a les yeux cernés, palo et tout. Ça aussi, c'est des signes. C'est-à-dire votre enfant ne dort pas, oui. qu'il ne dort pas assez, qu'il ne dort pas bien, qu'il se réveille la nuit. Donc il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Et il a dit, on est allé voir les parents. Les parents. Voilà, j'aimerais, là sur ce point, j'aimerais dire quelque chose. C'est pas toujours évident d'aller voir les parents. Des fois, les parents, ils peuvent très mal réagir. Oui. Ça s'est présenté avec un cas, très mal réagir et dire oui, que ça veut dire mon enfant est un voyou, ma fille, machin, et donc ça peut mal Le tourner. parent se retrouve aussi accusé, et donc il a peur aussi de... Absolument. Oui. Donc, deux points. Donc là, il vaut mieux s'adresser directement à l'école. Oui. Quand c'est à l'école que ça se passe, aller voir le chef d'établissement dans la discrétion la plus totale. Voir le chef d'établissement, lui expliquer la situation, et là, le chef d'établissement peut gérer. C'est lui, parce que c'est lui qui va appeler les parents, c'est lui qui va appeler l'enfant, donc il va gérer ça. C'est des pédagogues, ils savent le faire. Allez voir le chef d'établissement. Et c'est important, j'insiste sur la discrétion, parce que sinon l'enfant va être encore plus harcelé. Ah oui, ils vont s'acharner encore plus. Ils vont s'acharner encore plus. Un autre point, les parents sont très mal aussi, parce que dès que je me rends compte que mon enfant est harcelé, qu'il a subi des choses, et bien tout de suite, je me sens coupable et je vais très mal parce que je me dis, voilà, je suis une mauvaise maman, je suis un mauvais papa, je n'ai pas su protéger mon enfant. Oui. Comment je m'en suis pas rendu compte? Mais en fait, on est des parents, on n'est pas des devins. Mais justement, on est là aussi pour déculpabiliser aussi les parents aujourd'hui. Mais c'est une culpabilité chez les parents que j'ai vue horrible. Comment je ne me suis pas rendu compte? Comment je n'ai pas fait attention que mon enfant souffrance. Oui. En plus, je l'ai engueulé quand il a eu de mauvaises notes, et en plus, voilà. Certains parents réagissent comme ça, et certains parents culpabilisent l'enfant encore plus. Exactement. Pourquoi tu ne te défends pas? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Tout à Déjà fait. qu'il se sent coupable, qu'il se sent mal à l'aise, qu'il est dans la gêne, dans la honte, dans une humiliation permanente. Et quand il ose en parler,
Parfois, les parents sont compréhensifs, ils culpabilisent eux-mêmes, ils essayent de trouver une solution, surtout pas aller voir le persécuteur, lui parler, parce que ça aggrave la situation, surtout pas. Oui. Comme disait madame, il faudrait aller voir le corps professoral, le corps enseignant, c'est beaucoup mieux. Et parfois, il y a des parents qui culpabilisent l'enfant. Toi aussi, pourquoi tu parles comme ça? Toi aussi, pourquoi tu portes ça? Toi aussi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te défends pas? Pourquoi tu te laisses faire? Il le culpabilise encore plus. Il y a quelque chose d'autre. Ça touche encore plus l'estime de soi. Bien sûr. Ah, c'est ça. Déjà qu'il passe par une période, une phase où il va se sentir coupable et responsable de ce qui lui arrive, il se dit « je mérite ». Et si les parents se mettent aussi à lui dire ça, ça va aggraver les choses. Ça va l'accabler. Et puis un enfant, quand il rentre à la maison, il vous dit « moi, je ne veux plus faire de sport. Je ne veux plus aller aux séances de sport. Moi, je ne veux plus aller à l'école. » La pire chose à faire, c'est dire « pourquoi? Pourquoi tu ne veux plus? Et ton avenir? Qu'est-ce qui se passe ?» Et tu vas... Qu'est-ce qu'on dit alors? Ok, je comprends que ça soit difficile. Voilà. Je comprends que les études pour toi, ça peut être difficile, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans... Essayer d'accueillir ses émotions, lui expliquer... Toujours accepter. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'ils vont dire soit ils vont dire je ne veux plus aller à l'école, je ne veux plus aller à la piscine ou au sport, ou alors ils vont dire je ne veux plus aller dans cette école, tu me changes d'école, change-moi d'école, non je ne veux plus aller là-bas. Et ils vont inventer n'importe quoi. Et la réaction des parents, c'est de dire « oui, mais je vais te changer d'école. Mais ça va pas où est-ce que je vais te mettre. Puis l'école, c'est tout près, c'est une bonne école, machin. » Donc là, c'est effectivement... Et dire pourquoi, surtout s'ils sont petits, pourquoi ils ne savent pas répondre. Oui. C'est de dire « ok, tu ne veux plus aller à l'école. Ok, on va en parler. » D'accord, on va en parler et donc d'aller raconte-moi. Mais avant, tu aimais bien aller à l'école et tu as des copains, tu as des copines, comment ça s'est passé, voilà. Et vraiment, mais surtout, rassurer l'enfant, que l'enfant sente que son parent a entendu qu'il y a une souffrance. Oui. Et dire ok, c'est le rassurer et que vraiment sentir que le parent est comment dire, il est là, il est prêt à écouter, à recevoir, à accueillir. Voilà, accueillir, c'est le mot que je cherchais. Accueillir ce que l'enfant a à dire. C'est pas toujours évident, ça peut demander beaucoup de temps, ça ne sera pas du premier coup, mais revenir et en parler dans la bienveillance la plus totale. Oui. Merci encore. On est arrivé à la fin du débat. On a encore plein de questions, mais le temps nous échappe. Merci encore, docteur Leïla Hessef, vous êtes docteur en psychologie clinique et psychothérapeute. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Docteur Abia, vous restez avec nous pour conseils pratiques. On se retrouve pour la partie rubrique juste après cette pause. ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين يا على مكيلاني يا أرض صلاح الدين احنا معاك شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صامي قلبي لا تأخر أبدا حربي ودم الشهداء للفتح وطني وشعبي هم المسببين تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين
فلسطين الدورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احنا هما أصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلمك إلهي وجبال الحرين قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلمك إلهي وجبال الحرين يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين بسم الله الله أكبر على دم الأديان لابد من حقيقة نصر نور عليه يبان قد ما يكون الظلم يتكسر بجاك يا رحمن يبقى ساقطنا الجبار معني من العينين تحيا فلسطين. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie, et Wahida Salimchif nous a rejoint. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia, ça va? Ça va très bien, merci. On te retrouve en fin d'émission pour ta rubrique Wisher. Exactement. Très bien. Et tout de suite avec vous, Dr Abla, nous allons on parle des émotions et notre capacité ou incapacité à les décrypter, comprendre la lexithémie. Pour mieux saisir les subtilités de la vie émotionnelle, on va voir tout ça avec vous juste après le jingle, bien sûr. Alors, voilà, exactement. En définition, on va parler de l'alexithémie. C'est vrai que c'est un mot un petit peu compliqué même à prononcer. Qu'est-ce que l'alexithémie ? L'alexithémie se définit comme étant l'incapacité ou la difficulté à reconnaître et à exprimer ses émotions. D'accord. C'est aussi simple que ça. Souvent, les patients viennent, ils vous disent « je ne me sens pas bien, mais je ne sais pas ce que j'ai ». On ne sait pas ce qu'on ressent. Je ne sais pas ce que j'ai. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils ressentent. Je leur pose la question, quelles sont les émotions de base qu'un être humain peut avoir? Ça se résume au... Je peux être triste, je peux être joyeux. Oui. Alors qu'il y a la tristesse, la joie, la colère, le dégoût, la surprise, la honte. Tout ça, c'est des émotions, les émotions de base d'un être humain. Pour pouvoir les gérer, il faut d'abord les reconnaître. Pour les reconnaître, il faut essayer de se poser parfois et se dire « Ok, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui a fait que je ne me sens pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est quoi qui a déclenché ça ?» Le premier truc à faire, c'est d'essayer de mettre le doigt sur l'élément déclencheur. La situation, un comportement, une personne, peu importe, mais essayer de mettre le doigt sur l'élément déclencheur. Une fois qu'on a l'élément déclencheur, il faudrait travailler sur le fait de reconnaître les émotions de base, entre colère, joie, surprise, dégoût, honte. Une fois qu'on les reconnaît, on se posera la question suivante, est-ce que c'est réel ce qui a déclenché cette émotion et c'est juste une croyance? Est-ce que le fait que vous m'ayez dit un mot et que ça a déclenché une émotion, est-ce que parce que c'est vrai ou est-ce que ça va confirmer une croyance que j'ai en moi? Si c'est réel, je vais chercher les preuves. Ok, c'est réel. C'est quoi la preuve que je suis faible et qui a déclenché ça en moi? Si ce n'est pas réel, s'il n'y a pas de preuve, c'est une croyance. Et là, on va travailler sur les croyances qui font qu'on puisse avoir des réactions émotionnelles extrêmes et qu'on les gère très mal. D'accord. Il y a plus... Allez-y. J'allais vous demander les symptômes justement de la... Comment on appelle ça déjà? Alexithymie. Voilà, exactement. L'alexithymie, il faut savoir qu'elle touche plus les femmes que les hommes. D'accord. Elle est liée à un mode éducationnel, à des croyances sociétales en général. Le fait de pleurer, c'est une faiblesse. Le fait de dire que je suis triste est une faiblesse. Les larmes ne sont que pour les faibles. Il ne faut pas parler de ses sentiments. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Il faut être quelqu'un de fort. Comme si la force était égale au fait de ne pas exprimer ses émotions. Alors que pouvoir exprimer ses émotions, il faut beaucoup de courage et beaucoup de force. C'est les personnes les plus fortes qui sont en accord avec leurs émotions. Et c'est les personnes les plus faibles qui s'en échappent, qui courent, qui se cachent derrière d'autres phénomènes, qui projettent sur les autres la culpabilité et tout.
Donc, ça peut être la dépression, ça peut être des phobies comme répercussion. Et souvent, c'est des réactions très extrêmes et disproportionnées par rapport à la situation. C'est-à-dire que ça peut être juste un petit mot dans la rue, un petit bonjour qui a été dit d'une certaine façon par un collègue, ça peut être une petite remarque au sein de la famille. Et là, ça explose. Pourquoi ? Parce qu'on gère mal nos émotions et on les laisse s'accumuler. Et ça, c'est vraiment le fait au lieu de décharger à chaque fois ses émotions, on remplit un petit peu ce vase, on va dire, avec un peu d'eau, un peu d'eau, un peu d'eau, et puis un jour, il y aura cette petite goutte qui fera déborder le vase. Ouais, ça peut être, c'est exactement ça. Ça peut être par des réactions émotionnelles paradoxales ou disproportionnées, ça peut être par des réactions dépressives, ça peut être par le développement de phobies, par des relations interpersonnelles très difficiles. Le patient vient vous dire « je suis très irritable, très susceptible, dès que quelqu'un dit quelque chose, je sens que c'est envers moi, c'est vraiment caractérisé contre ma personne ». Et puis la gestion des émotions, si elle est mal faite et mal régulée, ce qui va se passer, c'est que la personne va faire l'amalgame entre sa personne et son comportement. Ils comprennent mal que si quelqu'un te fait une remarque, il te fait une remarque sur ton comportement. Ce n'est pas envers ta personne. Et c'est cet amalgame-là qui va faire que tu sois très irritable, que tu gères mal tes émotions, tu te sens attaqué en permanence. Si je viens vous dire que votre plat n'est pas bon aujourd'hui, je n'ai pas dit que vous êtes une mauvaise personne. J'ai dit juste que votre plat n'est pas bon aujourd'hui. Mais le fait de ne pas réguler ses émotions, ne pas les reconnaître, ne pas savoir c'est quoi une frustration, c'est quoi une émotion, c'est quoi la joie, c'est quoi la colère, c'est quoi être surpris par cette remarque-là, c'est là qu'on ne reconnaît pas nos émotions et du coup, ça explose. On prend tout pour soi au lieu de... Tout est personnel. D'accord. Et est-ce qu'on tombe dedans parce qu'il y a eu un événement marquant? Est-ce que ça vient dès le jeune âge? Comment on tombe dans la lexithymie? Voilà, En général, c'est un mode éducationnel. D'accord. C'est la famille qui fait que si on est éduqué dans une famille où l'expression est mal vue, qu'il faut rester fort, qu'il faut être une personne capable de faire face, il ne faut pas exprimer ses émotions. Quoi qu'il arrive, tu dois rester vraiment fort debout. Et si quelqu'un meurt dans ta famille, non, ne pleure pas, il faut faire face, sois courageux. Non, si j'ai du chagrin, je pleure. Si on est dans une famille qui n'exprime pas ses émotions, qui a toujours tendance à se taire et taire ses émotions. Si les émotions sont stigmatisées dans votre famille, forcément, vous allez grandir avec une idée, une croyance que les émotions ne sont pas là pour être exprimées, elles sont là pour être refoulées. D'accord. Et c'est ça qui fait que l'être humain va grandir avec ce comportement et avoir une alexithymie. Et est-ce que ça se traite? Bien sûr que ça se traite. La première des choses, il faut savoir qu'on a ce problème-là d'émotion, de reconnaissance des émotions. Après, s'il y a une répercussion dépressive, phobique ou des TOC, parfois aussi des troubles obsessionnels, il y a le traitement médicamenteux. Sinon, si c'est purement gestion des émotions, c'est plus les thérapies. Par exemple, chez nous à Constantine, on fait que la gestion des émotions se passe par le théâtre. C'est par l'art-thérapie, parce que l'expression des émotions n'est pas que par la parole. On peut exprimer nos émotions par de la peinture, du dessin, une musique, du théâtre. Le théâtre aide beaucoup. C'est une thérapie vraiment, vraiment, vraiment que je conseille à tout le monde parce que ça aide vraiment à libérer les émotions, ça aide à se reconnaître, à reconnaître ce qu'on ressent. Reconnaître les émotions, parce que si on doit jouer un rôle, il faut savoir exprimer la tristesse, la colère, le dégoût. Donc ça nous aide aussi à reconnaître les émotions et à les jouer aussi, c'est ça? C'est ce qui nous aide et surtout avoir un certain détachement par rapport à nos émotions. Ça leur fait peur de faire face à leurs émotions. Le fait de jouer un rôle, ils ont l'impression que ce n'est pas leur propre émotion, c'est l'émotion du personnage. Et ils s'habituent un peu à ressentir la colère, ils s'habituent un peu à ressentir de la joie, de la tristesse, un peu de dégoût, de la surprise. Ils vous disent à la fin, ah ok, donc c'est ça, c'est pas aussi grave que ça, c'est pas aussi méchant, je peux. Et ils vont transposer les émotions du personnage vers eux-mêmes et dans la vie réelle. Il y a aussi les multiples thérapies de soutien, thérapie cognitive et comportementale, il y a l'EFT, il y a beaucoup de méthodes psychothérapeutiques qui aident. Mais en ce moment, moi personnellement, j'axe beaucoup sur l'art-thérapie. Ça aide beaucoup, sans donner l'impression au patient de travailler sur lui-même, d'être dans un cocon un peu... Parce que quand on va voir un spécialiste, on a déjà un petit peu... Ça se démocratise, on arrive à en parler plus facilement, même en famille et tout ça.
Mais quand on y va pour, on va dire, faire du dessin, faire de la musique ou du théâtre, on a plus l'impression d'aller passer du bon temps que d'aller dans un cabinet, parler à une personne. Et voilà, c'est plus joyeux, on va dire, d'aller... C'est une thérapie indirecte. Voilà. Il travaille sans avoir l'impression de vraiment travailler, d'aller voir un psy, de faire une séance. Il a l'impression d'aller passer du bon temps, comme vous le disiez. Mais en fait, il est en train de vraiment travailler sur sa personne. Dernier petit truc, pour qu'ils comprennent bien, ce qui se passe, c'est que quand on a une émotion, cette émotion, si elle est mal gérée, ça va générer des pensées. Et ces pensées qui vont générer des sentiments. Et le sentiment, c'est quelque chose de durable. Donc si on a une émotion de tristesse et qu'on la gère mal, ce qui va se passer, c'est que ça va générer des pensées qui vont confirmer cette émotion et qui va se transformer en sentiment. Et le sentiment de tristesse devient une dépression. D'accord. C'est ça le schéma qui fait que nos émotions peuvent nous amener à un trouble. Émotions, pensées et sentiments. Très bien, merci docteur Merci Abla. Merci beaucoup et merci d'être venu de Constantine encore une fois pour participer à l'émission Ma famille, ma vie. Vous restez avec nous. On passe à la rubrique Wisher. Alors, Wisher avec Wahida Salbchi. Oui, alors Monia, j'ai écouté avec attention ce que disait le docteur. Ne pas exprimer ses émotions nous guide vers la frustration. Et bon, il faut savoir que j'ai choisi aujourd'hui un personnage qui a fait beaucoup pour aider les jeunes à s'exprimer, à sortir de leur frustration, à exprimer leur mal-être en utilisant de l'art. Il s'agit de Abdel Fattah Abou Sohor. Il est peintre, écrivain, acteur, metteur en scène, artiste. Il est aussi éducateur et activiste palestinien. Il a grandi et malheureusement il a passé toute son enfance dans un camp pour réfugiés qui s'appelle Aïda. Donc, et il est surtout connu. En fait, si vous allez faire des petites recherches concernant Abdel Fattah Abou Sohor, vous allez trouver que la personne, voilà, on le voit ici. Oui. Il est surtout connu pour son engagement dans l'éducation artistique. Donc, il a fondé le centre culturel. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il a fondé un centre culturel et théâtral au sein du camp où il se retrouvait, camp des réfugiés, pour aider les jeunes à s'exprimer, pour aider les jeunes à exprimer leurs sentiments, leurs émotions, malgré la conjoncture qu'ils ont vécue. Alors, il avait créé exactement le centre culturel en 1998, qu'il dirige jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils organisent des ateliers d'art-thérapie. Je ne pense pas qu'ils appelaient ça en 98 d'art-thérapie, c'était des ateliers d'art, d'expression. Pour lui, c'était des moments d'expression. En fait, ils ont commencé par faire un peu de théâtre. Ensuite, c'est pas tout le monde qui voulait faire du théâtre. Les gens se disent on est timide, on n'oserait pas. Oui, donc pour la première fois, on est peut-être un petit peu réticent à faire du théâtre. Voilà. N'est-ce pas? Souvent. Voilà. Ensuite, il a rajouté de la danse, donc beaucoup de danse, du dessin. Et là, on voit des petites photos où ils ont fait... On le voit même sur scène avec eux. Donc, non seulement qu'ils participent à l'écriture du scénario, mais aussi de la mise en scène et parfois ils jouent avec les jeunes. Il faut savoir que sa démarche a attiré l'attention au niveau international parce qu'il est en train d'exporter la cause palestinienne vers l'étranger. Donc, il y a là, c'est une petite vidéo, voilà, d'un spectacle. Un spectacle de danse qu'il a justement, qu'il a fait monter avec les jeunes du camp de Aïda. Voilà, je cherchais le camp de réfugiés palestiniens à Aïda. Donc, il a mis en place un programme éducatif. Mis à part faire de l'art, donc il apprend à lire et à écrire aux enfants, ce qui est vraiment important. Il offre aux jeunes une opportunité d'apprentissage, mais aussi de voyager, d'exprimer, de partager leur art au niveau international en participant souvent à des événements, à des festivités, des festivals. Il fait de son mieux pour faire participer la Palestine. Alors, vous voyez ce petit bonhomme qu'on a vu la semaine dernière. Oui. Alors, lui, il s'appelle Hamdallah. C'est la petite figurine palestinienne qui nous tourne le dos, il nous boude un peu jusqu'au jour où la Palestine va, Inch'Allah, retrouver sa liberté. Alors, il faut savoir qu'il a fait une pièce théâtrale où il a parlé de Hamdallah et je vais vous lire un petit passage que je trouve... Tu nous liras la prochaine fois. Ah, d'accord, la prochaine fois, alors je vais vous le lire. Tu laisses ce petit passage que tu nous liras la prochaine fois, Inch'Allah. Avec plaisir. Merci Wahida en tout cas pour ta rubrique du jour, c'était très intéressant. Et merci à vous, docteur Mohamed Larbi Abla, vous êtes psychiatre, vous êtes venu de Constantine pour Ma famille, ma vie. Merci encore. Avec grand plaisir.
Alors l'émission prend fin, voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 10h30 en direct sur Canal Algérie. D'ici là, prenez soin de vous et bonne journée avec le reste des programmes de Canal Algérie.